Bonjour à tous, merci d'être là. J'ai le plaisir de présenter aujourd'hui Antoine Cornujuol dans le cycle des séminaires Ad Systemix. Antoine est un collègue de AgroParisTech, professeur à AgroParisTech, qui a fait une partie de sa carrière d'ailleurs à l'origine au LRI, qui est tout près de qui est dans ce bâtiment. Et au début, il n'y était pas. Hein. C'était en bas à Orsay. Voilà. Et puis maintenant, il est donc dans un laboratoire commun entre l'INRA et AgroParisTech qui travaille qui s'appelle MIA, et lui est responsable d'une des équipes qui s'appelle Link pour Learning en Integration of Knowledge. Integration of Knowledge, voilà. Donc tous les sujets autour des données et des connaissances sémantiques, comment on peut marier des données hétérogènes avec évidemment, compte tenu des thèmes de l'INRA et de AgroParisTech, des applications plutôt sur les sciences du vivant, sur l'environnement, voilà. Et donc on a aujourd'hui un exposé qui va nous expliquer quelques petites choses sur des sujets de transfer learning. Et je laisse la parole à Antoine pour cette introduction. Alors, j'espère que vous m'entendez tous et j'espère que ça ne gêne personne si je parle en français, je préfère. Bon. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je suis responsable effectivement de l'équipe Link, Learning and Integration of Knowledge, à AgroParisTech. C'est une petite équipe, pour le moment on est 8, on va être 12 à partir de janvier parce qu'il y a quelques chercheurs de l'INRA qui vont nous rejoindre et on a suivant les années, entre 3 et 6 doctorants. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter n'a, j'avoue, pas grand-chose à voir avec les thèmes dont on a parlé, le vivant, la nutrition, etc. C'est plus un exposé scientifique que j'ai préparé sur les questions qui sont là. Alors c'est très ambitieux d'avoir dans le même titre Online Learning, Learning Using Privileged Information et puis Transfer Learning, évidemment. Je vais essayer de montrer qu'on peut essayer de tisser des liens entre tous ces thèmes. Malheureusement, j'aimerais bien qu'il y ait une tapisserie qui soit très bien faite sur ça, et disons qu'il en reste beaucoup à faire, quoi. Donc je vais essayer de vous montrer qu'il peut y avoir des liens, et puis je vais montrer aussi donc, deux algorithmes, deux approches qu'on a développées, et qui sont assez originales, je pense, et qui peuvent s'insérer là-dedans. Je voulais juste, avant que tu démarres, oui. Faire la promotion d'un livre qu'il a écrit chez Erol sur l'apprentissage artificiel. Un très bon bouquin que je vous conseille en lecture. Voilà. Merci. OK. Alors donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord parler d'apprentissage par transfert, puis après, très brièvement, de ce cadre-là qui a été développé, enfin qui a été proposé par Vapnik en particulier à partir de 2009, et puis l'apprentissage donc l'apprentissage en ligne, puis ensuite l'apprentissage par transfert arrivera. Alors, premièrement, l'apprentissage en ligne, je suppose que vous êtes tous à peu près familiers avec ça. L'idée est la suivante. Je reçois un flux de données, mais là où c'est original, c'est qu'on va me demander, à chaque fois que je reçois soit un exemple, soit un petit batch d'exemples, on va me demander de faire une prédiction sur les étiquettes de cet exemple ou de ce petit batch d'exemples. À partir de là, donc je vais utiliser une hypothèse pour ça. À partir de là, et donc je vais faire une hypothèse également sur les réponses. On va me fournir, une fois que j'ai donné la réponse, on me fournit la vraie réponse. Et puis, on me donne à nouveau un exemple ou un petit batch. Et puis à nouveau, je dois faire une prédiction utilisant, éventuellement, j'ai le droit d'avoir changé mon hypothèse ici. Et puis, à nouveau, je confronte mes prédictions à la réalité, etc. Donc, ce qui est intéressant dans l'apprentissage en ligne, c'est que ça couvre tous les scénarios, en particulier les scénarios où l'environnement n'est pas stationnaire. Et il y a cette confrontation, enfin, le test et l'apprentissage sont complètement mélangés entre eux. Alors, on pourrait imaginer que, voilà, quand je suis en été, j'apprends à choisir des melons. Je vois un melon, je pense qu'il est bon, je le teste, il n'est pas terrible, etc. Et à chaque fois, j'ai un nouvel exemple, et puis je fais une prédiction, j'ai la réponse, etc. Bon. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de distinction entre l'ensemble d'apprentissage et l'ensemble de tests. L'environnement peut changer, et donc l'apprenti doit s'adapter. Et le grand dilemme, évidemment, de ces approches, c'est que plus je garde un historique long de ce qui s'est passé, meilleur normalement je suis dans l'estimation de mon hypothèse, mais le problème c'est que dans ce cas-là, je risque de ne pas réagir assez vite au changement de l'environnement. Donc il faut à la fois il faut que je garde le maximum de mémoire possible, mais au prix de ne pas non plus garder en mémoire des choses qui vont me donner
qui vont me faire produire une hypothèse obsolète. Donc rapidement, on dit souvent qu'il faut donc pouvoir s'adapter aux dérives de concept le plus rapidement possible. Le problème, c'est qu'évidemment, mon signal, il est naturellement bruité, donc il faut que je fasse attention de ne pas confondre du bruit avec des changements, mais évidemment, ce n'est pas simple. Éventuellement, je peux avoir des environnements qui sont récurrents, comme quand c'est saisonnier, et puis tout ça avec des ressources limitées en mémoire et en calcul. Bon. Alors, il y a deux grandes approches qui existent pour ça. Il y a une première approche, on va directement contrôler la mémoire. Donc, mon système, il garde une mémoire des événements passés et des décisions. Et puis, il va adapter, par exemple, une approche, c'est d'adapter la taille de cette fenêtre en fonction de la dynamique de l'environnement. Et par exemple, typiquement, évidemment, quand il va y avoir un changement dans l'environnement, je vais réduire la taille de la fenêtre de telle manière à réagir plus vite, au prix évidemment éventuellement d'une baisse de performance. Ça, c'est un moyen de contrôler la mémoire. Un deuxième moyen, c'est non pas d'avoir une fenêtre, mais de pondérer les exemples. Par exemple, typiquement, on va les pondérer avec une exponentielle décroissante, en donnant plus de poids évidemment aux événements récents qu'aux événements plus anciens. Et le lambda, ici, va être un moyen de contrôler cette mémoire. Alors, ça, c'est une approche. Ouais. Pondérer les exemples, ça veut dire qu'ils sont présentés plus de fois s'ils sont comment on fait dans l'apprentissage pour qu'ils soient moins présents? Ça dépend vraiment du système d'apprentissage, parce qu'il y a des systèmes d'apprentissage qui peuvent tenir compte du poids des exemples. Et effectivement, ceux qui ne peuvent pas, comme tu as raison, on va soit les répliquer avec un petit peu de bruit. Enfin, en tous les cas, voilà, on va avoir un moyen, en tous les cas, de leur donner plus ou moins d'importance. Et ça dépend bien du système, quoi. Ensuite, il y a une deuxième approche, c'est non pas de contrôler la mémoire, du moins pas directement. C'est la deuxième approche, qui est celle de perceptron, par exemple, c'est de dire j'adapte l'hypothèse. Donc cette fois-ci, je ne conserve pas explicitement une mémoire du passé. La mémoire du passé, elle est en fait mémorisée dans l'hypothèse actuelle. Par exemple, si je suis dans le perceptron, c'est le vecteur normal à mon hyperplan. Et puis, ce qui va se passer, c'est que par exemple dans le perceptron, si je me trompe, je vais modifier un peu cet hyperplan. Et le net type qui est ici, il va contrôler finalement l'adaptativité. C'est-à-dire que s'il est petit, je change lentement mon hypothèse. Et si c'est grand, je peux réagir assez brutalement aux modifications de l'environnement. Donc ça, c'est le deuxième. Donc, premier point, soit je joue sur la mémoire, j'apprends à partir de cette mémoire, et cette mémoire, je la contrôle. Et donc, je modifie mon hypothèse en fonction de ce que j'ai en mémoire pour apprendre, soit j'ai l'approche adaptative très classique, où en fait, je mets à jour mon hypothèse à chaque pas de temps. Éventuellement, là, dans le perceptron, en fait, je le mets à jour que s'il y a une erreur, et sinon, je ne change rien. Bon. Alors, dans cette approche-là, où on adapte l'hypothèse, il y a encore une autre solution, qui est en fait d'avoir plusieurs classifieurs qui sont tous en compétition, qui sont appris d'ailleurs au cours du temps éventuellement. Et donc à un moment donné, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs classifieurs, chacun ayant appris sur un certain passé. Par exemple, je pourrais avoir un classifieur qui a appris sur l'automne 2018, et là je suis en automne 2019. Bon, en tous les cas, les classifieurs ici sont en compétition et chacun mesure la qualité de sa prédiction. Et puis moi je vais faire un vote pondéré de ces classifieurs avec un poids qui va dépendre effectivement, par exemple, de la pertinence ou de la performance de ces classifieurs. Là encore, l'adaptation va se faire, par exemple, avec les classifieurs qui peuvent eux-mêmes s'adapter et les poids qui peuvent changer au cours du temps. Mais encore une fois, ici, on est dans une approche où il n'y a pas de mémorisation du passé. On est à nouveau dans une approche où c'est l'hypothèse qui est changée, sauf que là, c'est une hypothèse composite, au lieu d'avoir une hypothèse seule, comme par exemple dans le perceptron. OK. Alors, maintenant, ce que je vais faire, là, je vous ai simplement mis le scénario, disons, de l'apprentissage en ligne. Maintenant, je vais voir avec vous les différentes approches qui existent ou qui pourraient exister sur l'apprentissage en ligne. Alors, là, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'apprentissage en ligne, mais il y a ce qui est le plus, disons, connu, à la limite, c'est un livre de Cesabianchi et Lugosi qui s'appelle... alors, il ne s'appelle plus Online, il s'appelle Learning Games on Evolution ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus précisément. Ce livre-là, il étudie de manière très exhaustive ce qui se passe si
je suppose que je suis face à un environnement qui peut changer arbitrairement. Donc c'est pour ça que j'ai mis non-Lipschitzian, c'est-à-dire quand on est Lipschitz, c'est-à-dire la dérivée ne peut pas changer n'importe comment d'un pas de temps à l'autre. Il y a une certaine continuité. Là, en revanche, je m'autorise n'importe quoi. Éventuellement même, je peux être contre quelqu'un, l'environnement peut être manipulé par un adversaire, c'est-à-dire qu'il observe ma prédiction et il s'arrange, s'il peut, pour me mettre dedans la prochaine fois. Donc il est tout le temps en train d'essayer de maximiser mon erreur. C'est possible. Alors, face à ce type d'environnement totalement chaotique potentiellement, voire adversariel, eh bien, de manière très étonnante, on peut avoir des stratégies d'apprentissage qui vont quand même me garantir que je ne suis pas trop mauvais. Et c'est toutes les théories du regret et les bandits, etc., qui sont liés à ça. Alors, je ne vais pas rentrer dedans, mais ça, évidemment, c'est un scénario maximaliste. Et on peut encore faire quelque chose, même face à des scénarios enfin, d'un certain côté aussi peu vraisemblables également. Alors, la deuxième chose, le deuxième type d'approche qui intéresse beaucoup plus les ingénieurs, c'est de se dire, OK, j'ai une cohérence temporelle. De fait, mon environnement, il ne fait pas n'importe quoi. Il va se modifier, mais se modifier de manière, disons, raisonnable, entre guillemets. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on a vu. On va avoir toutes les approches dont j'ai parlé, où on va, par exemple, contrôler les fenêtres, adapter, etc. Le problème de ces approches, c'est qu'on est tout le temps en train de s'adapter au passé, puisque j'ai appris une hypothèse, elle est confrontée à la vraie solution, j'adapte mon hypothèse, puis j'ai de nouvelles questions, et puis je fais ma prédiction, etc. Et si je vois que ça ne va pas, ben je change évidemment mon hypothèse, mais je suis toujours derrière, quoi. Je fais du tracking, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train de corriger mon hypothèse pour que finalement je sois bon sur le passé. Voilà. Donc en 40, j'ai prévu la guerre de 18. De 14-18, quoi. Donc je suis toujours derrière, et ça c'est un problème. Mais ceci dit, c'est ce que font la plupart des approches, elles font ça. Alors après, on pourrait faire ce qui a été fait dans une thèse soutenue en 2013, c'est de dire, je vais essayer de voir comment évolue mon hypothèse d'un pas de temps au suivant, et du coup, ce que je vais essayer de prédire, c'est le changement de l'hypothèse. C'est-à-dire que non seulement je m'adapte, mais en fait, je suis en train de dire, ah ben tiens, je vois que l'hypothèse, elle évolue de cette manière-là, ben je vais faire l'hypothèse, enfin je vais assumer que au prochain pas, l'hypothèse va continuer à aller dans cette direction. Dans ce cas-là, on devient anticipatif. Et évidemment, le problème, c'est qu'on peut se tromper dans cette anticipation, mais cette fois-ci, on n'est plus derrière. On est en train d'essayer effectivement d'anticiper les changements. Il y a une quatrième possibilité qui n'est quasiment pas explorée du tout, c'est de se dire, alors je ne sais pas si vous connaissez, là encore, c'est dû à Vapnik, le concept de transduction. Vapnik a dit, Vapnik a un principe, je ne sais pas si qui est très général, il dit, il ne faut pas chercher à résoudre un problème plus complexe que celui qu'on a à résoudre. Et dans son livre sur la théorie statistique de l'apprentissage, il dit, mais en fait, en particulier, les statisticiens, quand ils vont apprendre une fonction de décision, ils vont faire des hypothèses sur des distributions de probabilité. Or, ça, c'est inutile, puisque ce qu'on veut, c'est trouver la frontière. Et trouver une frontière de décision, c'est beaucoup moins exigeant en termes de données et d'hypothèses que de se dire d'abord, eh ben, mes distributions de probabilité qui génèrent le monde sont de cette nature-là, donc ensuite, je vais estimer des densités pour les trouver, et puis ensuite, seulement, je vais chercher une frontière. Il dit, cherchons une frontière tout de suite. Et un peu plus loin dans son livre, il parle de transduction. Et il dit, il y a des fois où si je connais déjà à l'avance les questions sur lesquelles je vais être interrogé, ben, ce n'est pas la peine que j'apprenne une règle de décision générale. C'est un problème trop complexe par rapport à ce qu'on me pose. Je devrais juste essayer d'être bon sur les questions sur lesquelles je sais que je vais être interrogé. Donc il appelle ça la transduction. Et là d'un certain côté, quand on fait de l'apprentissage en ligne, eh bien, au moment où voilà, j'ai eu XT, mon petit batch, j'ai fait des prédictions, et au moment où je mets à jour mon hypothèse, eh bien, en fait, je peux déjà connaître éventuellement, je peux attendre de connaître les questions futures. C'est-à-dire qu'au moment où je mets à jour cette hypothèse, je peux déjà me dire, ah oui, mais attention, cette hypothèse, elle devrait être bonne aussi sur les questions qui vont m'être posées juste le pas de temps suivant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si je reviens à mon schéma du début, voilà, vous voyez qu'ici, quand je reçois ça, je fais une prédiction avec mon hypothèse courante, et puis on me donne la vraie solution, et puis dans le schéma classique, je mets à jour H2. Et puis après, je reçois ça. Mais en fait, vous pourriez très bien vous dire, je ne mets pas à jour H2 tant que je n'ai pas reçu X3. Et c'est seulement en connaissant X3
que maintenant je vais mettre à jour H2, parce que H2, bien sûr, il faut qu'il soit bon là, mais en sachant que je me prépare là-dessus. Ça, c'est un schéma transductif que je n'ai jamais rencontré dans aucun papier sur l'apprentissage par transfert, mais qui devrait être efficace. Enfin, qui pourrait être une direction, en tous les cas, de recherche. Voilà, donc Antoine, j'avais juste une question. En fait, cette dernière approche, quand même, c'est assez proche de tous les modèles plutôt markoviens, les modèles à état, dont une partie de la distribution des états à un instant donné, hein, on peut permettre d'inférer ce qui va se passer à l'état suivant mais alors, dans le temps. Mais là, tu infères ce qui va se passer à l'état suivant. Tandis que là, tu sais. Tu sais ce qui est. On t'a déjà posé les questions suivantes, si tu veux. Ce n'est pas toi qui infères le changement d'environnement, ce qui est éventuellement ce que tu fais ici. C'est-à-dire que là, tu anticipes ce qui peut se passer. Là, en fait, avant de mettre à jour ton hypothèse, tu te dis « attendons de savoir sur quoi je vais être interrogé ». Alors évidemment, bien sûr, ça demande éventuellement du temps, parce que ça veut dire que j'attends de se connaître les questions pour me dire « ah, maintenant que je connais les questions futures, je mets à jour mon hypothèse ». Mais normalement, ça devrait être efficace. Et puis évidemment, on pourrait avoir en fait un mélange de 3 et 4. C'est-à-dire on pourrait à la fois anticiper, tout en se disant « j'ai cette approche-là », éventuellement. En tous les cas, alors, ces approches-là, j'ai mis ici, voilà, celles-là sont bien connues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore plein de travaux à faire dans ce domaine-là, mais disons qu'elles sont bien fouillées. Ça, il n'y a pas beaucoup de travaux sur des méthodes anticipatives, c'est-à-dire où on se dit, je regarde comment évolue l'hypothèse et du coup, je vais essayer d'anticiper comment elle va évoluer dans l'avenir. Et puis, celle-là, j'ai mis du rouge en pointillé parce que rien n'a été fait là-dessus. Bon, alors, je vais laisser pour le moment de côté l'apprentissage en ligne. On y reviendra par la suite. Ah oui, juste, avant de finir, j'annonce un peu le transfert là-dedans, parce que d'un certain côté, l'apprentissage en ligne, c'est du transfert, c'est des petits pas de transfert. J'ai un environnement à l'instant t-1, sur lequel, par exemple, je vais avoir une hypothèse qui existe, et maintenant, il faut que je trouve une hypothèse pour l'environnement à l'instant t. Je ne sais pas si vous connaissez l'apprentissage par transfert, mais dans l'apprentissage par transfert, j'ai la source avec une hypothèse, j'ai mon target, ma cible, où j'ai éventuellement pas énormément d'exemples étiquetés, et je voudrais profiter de la source pour être meilleur sur la cible. Et bien là, on pourrait voir l'apprentissage en ligne comme une série de petits transferts d'un instant t-1 à l'instant t. OK, alors je vais passer à quelque chose qui est apparemment complètement distinct, enfin, en partie de ce qu'on vient de voir, sauf que c'est des séries temporelles, donc il y a cet aspect-là, mais on n'est plus quand même dans l'apprentissage en ligne directement. Alors, ah oui, je me trompe un petit peu, je me suis trompé dans mes transparents. Je voulais d'abord parler de, Learning Using Privileged Information. C'est donc le LUPI, c'est un scénario qui a été proposé par Vapnik en 2009 avec un de ses étudiants. Alors, je ne sais pas, parmi vous, il y en a qui sont familiers avec le scénario LUPI? Non. Alors, je vais le décrire rapidement. L'idée de Vapnik, c'est de se dire, bon, d'habitude, on me demande une hypothèse qui va aller de l'espace d'entrée à l'espace de sortie. Typiquement, si on fait des SVM comme il aime beaucoup les faire, ma sortie, ça va être binaire. Maintenant, il se dit, il y a plein de situations dans lesquelles, au moment où j'apprends, eh bien, non seulement j'ai l'entrée, mais j'ai des informations additionnelles, et puis j'ai la sortie. Par exemple, si je prends un médecin, donc un étudiant en médecine, on va lui donner par exemple une radiographie, et puis on va lui demander d'interpréter ce qu'il y a sur la radiographie. Donc on va lui demander de faire, à partir de la radiographie, de dire par exemple la pathologie associée. Mais au moment de l'apprentissage, éventuellement, il y a le professeur qui va aussi faire des commentaires, qui va lui dire « tu devrais faire attention à ça ». Enfin, voilà. En tous les cas, il y a des informations additionnelles au moment de l'apprentissage, qui évidemment, au moment du test, n'existent plus. Donc au moment du test, il n'y aura plus que X. Et la question que se pose Vapnik, c'est est-ce que, quand j'ai ce type d'informations additionnelles, est-ce que je peux être meilleur en généralisation que si je ne l'ai pas? Et donc c'est une question évidemment intéressante, parce qu'évidemment, encore une fois, en test, on n'aura pas cette information additionnelle. Alors lui, il propose, dans le premier papier en 2009, puis des papiers suivants, il regarde ça dans le cadre des SVM, et en gros, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, dans les EM classiques, on a un problème d'optimisation à résoudre, où on cherche
en fait, quels sont les exemples supports, et puis on pondère tout ça. Là, il dit on va transformer le problème avec cette information additionnelle, et en gros, cette information additionnelle, elle va surtout me permettre de savoir mieux quels sont les exemples difficiles à classer. En gros, il va utiliser cette information additionnelle pour dire « Ah tiens, cet exemple-là, qui peut-être, si j'étais seulement dans X, seulement avec cette information-là, m'aurait paru tout à fait normal, mais si je prends en compte cette information-là, il est difficile, parce qu'il est proche de la marge, par exemple. » Et donc, ce qu'il va faire dans ce cas-là, c'est qu'il va modifier la manière dont on pondère les exemples en fonction de leur difficulté. Et par exemple, une approche qu'il utilise dans SVM+, là, un système qu'il a mis au point, c'est qu'il va, par exemple, dire les exemples compliqués, eh bien, je leur donne un poids faible, en gros. Et cette information-là, ça va lui permettre de mieux généraliser sur d'autres exemples. Okay. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne vais pas utiliser particulièrement ce système-là après, mais je voulais juste vous dire, voilà, c'est un cadre qui est intéressant parce qu'on peut se poser la question, effectivement, à quel point des informations privilégiées peuvent être utilisées pour, alors même qu'elles seront plus disponibles en test, est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour apprendre? Alors, maintenant, je vais parler de ce problème de classification précoce de séries temporelles. Alors ça, c'est un problème qui, d'ailleurs, qu'on a étudié il y a longtemps avec quelques années, et qui a été dû à EDF en particulier, c'est EDF qui a motivé ce problème-là. Et l'idée est la suivante. Je mesure des consommations électriques toute la journée. Donc j'ai tout un paquet un jeu de données avec des consommations électriques. Et le but, c'est de les classer, c'est pas de faire de la régression comme classiquement, c'est de dire est-ce que dans ces... Enfin, on regarde ça, et puis on va constater que pour certaines courbes, c'est associé à un pic de consommation, disons entre 18 et 22 heures par exemple, et puis d'autres courbes ne sont pas associées à ce pic de consommation. Donc j'ai un problème de classification binaire, et le problème c'est, étant donné une courbe, classiquement, alors ça pourrait être autre chose, hein, là je parle d'électricité, mais ça pourrait être, je monitore un patient et puis je veux savoir s'il va passer dans un état critique ou pas, ou bien je regarde les échanges, enfin les actions d'un consommateur sur un site web et j'essaye de savoir s'il va acheter ou pas. Donc c'est très très général. Donc en tous les cas, classiquement, voilà ce qu'on va faire. On me donne une nouvelle série et puis on va me demander est-ce que c'est critique ou pas, est-ce qu'il y a un pic de consommation ou pas. Bon, un problème de classification classique. Maintenant, ça c'est le problème standard. Si je prends le problème précoce, l'idée est la suivante, c'est que le plus tôt je peux faire une prédiction dans la journée, si je suis par exemple un producteur d'électricité, mieux c'est pour moi, par exemple, si je peux prédire qu'il va y avoir pic de consommation le soir. Parce que bien sûr, je vais pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de moyens pour y faire face. Donc le problème qu'on a ici, c'est que plus j'attends, plus évidemment ma prédiction devrait être correcte, parce que j'ai plus de données, mais évidemment ça va me coûter plus cher de prendre la décision plus tard que si je la prends plus tôt. Donc, c'est un problème de décision en ligne dans lequel j'ai la possibilité de repousser ma décision à chaque pas de temps. Par exemple, ici, on a une mesure toutes les demi-heures. Mais en même temps, à chaque fois que j'attends un pas de temps supplémentaire, j'ai un coût qui va faire que ma décision est moins bonne, quoi. Donc, j'ai donc un flux de données, une tâche de classification. Il faut que je prenne ma décision le plus vite possible. Et évidemment, ma classification est meilleure si j'attends plus, mais le coût, je vais avoir un coût à payer qui, lui, va augmenter. Alors, c'est un problème de décision en ligne classique. Alors maintenant, comment peut-on faire ça? Premièrement, c'est du LUPI, si vous regardez. Parce que vous voyez qu'au moment de l'apprentissage, j'ai toutes les données. Par contre, au moment du test, je n'aurai qu'une partie de mes nouvelles données. Donc c'est typiquement un problème qu'on pourrait dire, c'est une belle illustration à nouveau du problème LUPI, enfin du scénario LUPI qui est défini, proposé par Vapnik. Alors la question, comment peut-on prendre avantage de ça quand on est dans ce scénario de décision en ligne? Alors je vais vous montrer ce qu'on a fait.
Alors, je vais d'abord regarder finalement le problème. Je vais le formaliser un peu. Donc maintenant, on suppose qu'on a une séquence d'entrée x1, x2, etc. Ça peut être voilà, la consommation à minuit, à 0h30, à 2, etc. Ici, je vais avoir un coût de mauvaise classification. Combien ça me coûte de dire qu'il y a pic de consommation alors qu'il n'y en a pas, ou l'inverse. J'ai un coût qui est associé à le délai que j'ai pour décider. Donc plus j'attends, plus ça c'est élevé. Et puis, dans ce cas-là, je peux faire un calcul d'espérance de coût en disant, si je prends ma décision à l'instant t, sachant que j'ai une séquence temporelle qui vient d'arriver, mon coût de décision, c'est bien sûr le fait que j'ai attendu jusqu'à t, et puis ensuite, c'est le coût, l'espérance de coût que ça me coûte de prendre une décision. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? J'ai le coût de mauvaise classification. Ici, cette chose-là, c'est en fait une matrice de confusion associée au classifieur à l'instant t. J'aurais pu mettre un petit t ici. Donc, je sais qu'à l'instant t, j'ai telle matrice de confusion. Et c'est là où on voit apparaître le LUPI, parce que ça, je vais pouvoir la calculer pour tous les instants futurs. Puisque comme j'ai eu toutes mes séries temporelles, je peux avoir appris un classifieur par pas de temps pour tout le futur. Et donc, pour tout le futur, je peux connaître la matrice de confusion. Et puis ça, c'est la probabilité d'avoir y sachant xt. Donc cette expression, ça me donne l'espérance que j'ai sur le coût que je vais avoir à payer si je prends ma décision à l'instant t. Voilà, je vais utiliser un classifieur à l'instant t et je vais avoir ça. OK, alors, et puis bien sûr, le coût optimal, c'est celui qui minimiserait tout ça. Alors a posteriori, c'est facile à calculer parce que je peux l'avoir calculé pour tous les maintenant, bien sûr, ce n'est pas a posteriori que je veux le faire. Mais en tous les cas, ça me donnerait l'optimum. OK. Alors, comment est-ce qu'on peut, à nouveau, prendre avantage du fait qu'on a toutes les séries temporelles complètes au moment de l'apprentissage? En fait, il y a deux choses qui peuvent nous aider. C'est que comme on avait les séries temporelles complètes, on a une connaissance des évolutions futures. Par exemple, on pourrait voir qu'il y a des grandes classes d'évolutions futures. On pourrait par exemple, alors c'est une approche qu'on a faite, mais ce n'est pas la seule, mais on pourrait faire du clustering de séquences. Et du coup, quand j'arrive avec ça, j'essaye de voir de quel cluster de séquences c'est le plus proche. Et puis je vais dire, probablement, je vais rester dans ce cluster de séquences à l'avenir. Donc ça, c'est un moyen de tirer profit de l'information que j'ai au moment de l'apprentissage ici. Le deuxième moyen, comme je l'ai dit, c'est que je peux avoir appris un classifieur par pas de temps. Bon. Donc si je reprends mon problème, donc maintenant, ah oui, alors peut-être qu'il faut aussi dire une chose ici, c'est que ça, c'est très difficile à évaluer. Et donc, on va remplacer les xt, c'est-à-dire la séquence actuelle, par un groupe. Donc, typiquement, voilà, on va dire, si je fais du clustering, je vais faire du clustering de courbes, et puis je vais remplacer mon xt en disant, c'est la probabilité d'avoir y si j'étais dans ce cluster-là. Et puis, on va estimer les matrices de confusion, comme je l'ai dit, pour tous les instants futurs, parce que pour chaque instant futur, je vais pouvoir apprendre. Ici, je peux apprendre un classifieur là, etc. À chaque fois, il suffit que je prenne la séquence qui va jusqu'à cet instant, jusqu'à cet instant, jusqu'à cet instant. Donc, je connais les classifieurs futurs. Et donc, à partir de là, ce qui va se passer, c'est qu'au moment du test, je reçois une séquence incomplète, comme dans le LUPI. J'identifie, par exemple, dans cette approche-là, j'identifie le cluster de courbes auquel il est le plus probablement rattaché. Et puis je peux calculer. Je sais quelle est ma matrice de confusion pour tous les instants futurs. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai ici quelque chose qui est un tout petit peu différent de tout à l'heure. Là, je suis en train de dire, étant donné ma séquence temporelle incomplète actuelle, je peux estimer combien ça me coûterait, probablement, de prendre ma décision dans taux instant futur. Donc je suis à l'instant t, mais c'est à l'instant t plus tôt qu'éventuellement je prendrai ma décision. Et je peux le calculer parce que, bon, évidemment, je paierai ça, mais maintenant, je peux calculer la matrice de confusion de tous les instants futurs, parce que j'ai été capable de le faire, puisque j'avais les séquences complètes. Et puis là, j'ai calculé, j'ai regardé quelle était la probabilité que mon xt appartienne au groupe qui est ici. Bon, ce qui est important, ce n'est pas tellement la formule, ça, vous pouvez revenir dessus, mais ce qui est important, c'est que je peux, à chaque instant, me dire, non pas seulement est-ce que je dois actuellement attendre un pas de temps supplémentaire, mais je peux même faire mieux, c'est-à-dire que c'est là où c'est non myope, je peux même dire à l'instant courant,
il me semble que si j'attendais 3 pas de temps ou 10 pas de temps, ce serait beaucoup mieux. C'est ça l'idée. Et ça c'est intéressant aussi parce que presque tous les algorithmes de décision en ligne qui existent, ils sont myopes. C'est-à-dire au sens où, par exemple, si vous prenez le critère de décision de Wald, etc., ils regardent, est-ce que je suis assez sûr de moi maintenant? Si oui, je prends ma décision. Si je ne suis pas assez sûr de moi, j'attends un pas de temps supplémentaire. Mais là, grâce à ça, maintenant, on va pouvoir calculer cette espérance de coût pour tous les instants futurs. Et on peut dire, actuellement, je pense que c'est seulement dans 6 pas de temps que je serai le meilleur. Et quand on est dans un hôpital, par exemple, c'est intéressant de savoir à quel moment on doit déclencher les procédures. On n'a pas envie de le savoir, d'être tout le temps en train de se dire « Aïe, aïe, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant ?» Non. Là, le système vous dit à l'avance, probablement, il y aura 6 pas de temps. Donc maintenant, le scénario est le suivant, vous voyez. Ça, c'est ma courbe qui est arrivée. Je suis à l'instant T. Je calcule le coût de classification future. Et là, par exemple, je me dis « Tiens, probablement, c'est à cet instant-là que ce sera le mieux. » C'est-à-dire que là, j'aurais gagné le plus d'informations. Certes, j'aurais perdu parce que je paye à chaque fois que j'attends, mais j'aurais gagné de l'information suffisamment pour que ça vaille la peine que j'attende jusque-là. Donc là, à ce moment-là, je dis, bon, puisque c'est là, j'attends un pas de temps supplémentaire. Donc je vais dans un pas de temps supplémentaire, je recalcule ma courbe, taux n'est pas le temps actuel, donc je continue. Et puis à un moment donné, effectivement, ce qui va arriver, c'est que je vois que ça ne sert à rien d'attendre davantage, je ne gagnerai pas suffisamment d'informations à l'avenir, probablement, pour contrebalancer le coût d'attente. Et là, je dis, OK, c'est maintenant que je prends ma décision. Alors ça, voilà, c'est l'algorithme qu'on a développé. Et je vais vous montrer sur des données... Oui, pardon. Du coup, ce n'est pas très dépendant du clustering qui est fait, puisque la décision peut-être prendre la décision au temps T, c'est dans l'hypothèse que la série qu'on considère, elle va évoluer comme le clustering pour les pas de temps suivants, c'est ça? Oui. Donc je n'ai pas compris votre question. Votre question, c'est certainement dépendant du clustering. Est-ce qu'on ne cache pas du coup beaucoup du problème dans la construction du clustering? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, en fait, alors, c'est pour ça qu'on n'a pas fait que du clustering pour voir si... Parce que le clustering, le problème, c'est que, évidemment, c'est dépendant de la distance, etc., combien de clusters, etc. Donc, on a d'autres approches qui, en fait, de toute façon, reviennent toutes quand même, à identifier des types de courbes futures. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. C'est quand même, si vous voulez vous projeter dans le futur, il faut que quand même vous ayez une idée des évolutions possibles, sachant le passé. Mais je suis d'accord, c'est une des raisons. On a fait le clustering, et là, je vais vous présenter des résultats avec le clustering, qui est l'approche la plus basique qu'on a utilisée, et qui sont déjà très bons. Mais effectivement, c'est une des questions qu'on s'est posées, vu tous les choix arbitraires qu'il y a déjà dans du clustering, quoi. Alors, je vais vous présenter donc, ici sur des exemples, sur des expériences contrôlées, qu'est-ce que ça donne comme type de résultat. Donc là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait deux séries de courbes. On a généré 2 séries de courbes qui sont générées de cette manière-là. Il y a une pente qui peut être positive ou négative. Donc, si je suis dans la classe plus, par exemple, la pente va être un peu positive. Si je suis dans la classe moins, la pente va être un peu négative. Et puis, on va rajouter des types de courbes là-dedans, c'est-à-dire qu'on va avoir des sinusoïdes qui peuvent être différentes dans chacune des classes, plus du bruit. Donc on génère des courbes comme ça, dont certaines sont montantes et c'est la classe plus, d'autres sont descendantes et c'est la classe moins. Et en plus, là-dedans, on peut très bien avoir le même type de sinusoïde dans la classe plus et la classe moins. Donc ça veut dire qu'il y a de la confusion. C'est un problème difficile de distinction. Et évidemment, plus la pente est faible ici, plus c'est difficile de distinguer les deux classes, et plus le bruit est important aussi, plus c'est difficile. Voilà, alors là, je vais vous montrer justement ce qu'on obtient avec ce système, alors là, basé sur le clustering. Donc l'idée ici, c'est que vous voyez, ça c'est le coût. Donc plus le coût est élevé, plus j'ai évidemment intérêt à prendre ma décision rapidement. Ça c'est le bruit, donc il va de 0,2 à 20, c'est donc un niveau de bruit très élevé. Et puis après, ça c'est ce qui se passe. Alors 0,02, qu'est-ce que c'est déjà? Non, ça va être la pente, ça. Voilà. Ça c'est la pente. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si j'augmente le bruit, ça, c'est le temps d'attente avant la décision. Vous voyez, ici, il attend 9, il attend 13, il attend... Et plus le bruit augmente, évidemment, plus le système se dit, il faut que j'attende parce que je ne suis pas assez sûr de moi maintenant. Et puis, à un moment donné, vous voyez, ça redescend d'un seul coup brutalement, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ce n'est même pas la peine d'attendre. Vous ne pourrez pas gagner suffisamment en attendant par rapport au coût du fait que vous avez attendu. Donc, à un moment donné, il redescend brutalement.
Et là, on le voit, pareil, là c'est plus difficile, le coût est encore plus élevé. Et là, on voit, il attend, puis à un moment donné, bon, ok, c'est même pas la peine. Et puis là, il attend même plus, parce que le coût est tellement élevé que de toute façon, il ne pourra jamais gagner assez d'informations dans le futur par rapport à ce qu'il peut faire tout de suite. Donc, il prend sa décision maintenant. Il sait qu'elle n'est pas bonne, mais de toute façon, il ne pourra pas contrecarrer le coût d'attente en allant plus loin. Donc là, on voit, par exemple, ici, quand il n'y a pas beaucoup de bruit et que le coût est faible, donc il attend à 9, il a un très très bon AUC, il est très très bon. Puis là, il descend, et puis évidemment, plus le bruit augmente, plus c'est difficile, donc plus l'AUC diminue, et plus il attend pour obtenir cet AUC. Puis à un moment donné, encore une fois, à un moment donné, il se dit, bon, c'est plus la peine d'attendre. Bon, ça, c'est typiquement ce qu'on attendrait d'un algorithme de ce type-là, donc c'est tout à fait satisfaisant d'avoir ce type de comportement. Là, on regarde maintenant le coût d'attente qui augmente, et là, on voit bien que plus il augmente, c'est ce que j'ai dit, moins il attend. Et puis, la dernière chose, c'est ici, c'est la pente. Alors là, on le voit moins, mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est l'AUC. L'AUC augmente. Alors, le temps, en fait, on pourrait s'attendre à ce qu'il diminue, puisque c'est plus facile quand les pentes quand c'est nettement plus distinct. Ici, ce n'est pas ce qu'on a observé, nous. Par contre, l'AUC, bon là, on ne le voit pas peut-être très, très bien, mais l'AUC augmente au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'évidemment, plus on va vers une pente forte, et plus la performance en classification est bonne. Bon. OK. Je vais donc terminer juste momentanément sur ce système. Donc, on a un système qui a effectivement un compromis explicite entre la performance de classification et le coût d'attente. C'est adaptatif, c'est non myope, et puis bon, les résultats là que je vous ai présentés, mais on en a beaucoup plus, vont dans le bon sens. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, parce que finalement, dans un système classique, à chaque instant, on va prendre une décision. Oui. Ensuite, là, le système, il prend une décision ou il ne prend pas de décision. Oui. C'est ça que je comprends. Ça, oui. Voilà. Et quel est l'intérêt de dire il faudra prendre la décision dans 5 pas de temps plutôt que de ne pas prendre de décision? Alors, moi, j'en ai parlé avec Joao Gama, que vous connaissez sans doute, enfin beaucoup d'entre vous, qui lui avait une belle application. Alors, c'est dommage, ça fait longtemps qu'il nous la promet, sur les hôpitaux. En fait, il a des données sur les hôpitaux et les salles d'opération. Et il nous disait, voilà, c'est super important dans les hôpitaux de pouvoir se dire, bon, OK, je prévois qu'il peut y avoir une crise potentielle, mais pas maintenant. Et il n'a pas envie que toutes les demi-heures, son équipe soit prête, quoi. Si on lui dit, probablement, je vais prendre ma décision dans 6 pas de temps, ce sera le mieux. Il dit, OK, bon, j'ai 3 heures pour préparer ma table d'opération, etc. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une estimation de la... Voilà. Alors, je vais changer à nouveau de problème. Enfin, je vais rester un peu dans le même, mais maintenant, je vais montrer comment on peut partir de ce même problème pour faire un système de transfert qui est très original. Alors, là, je vais prendre... Pour le moment, on a l'impression qu'on va changer complètement de sujet. Voilà ce qui se passe quand on fait des algorithmes de jeu. Dans un algorithme de jeu, ici, j'ai une position qui est très incomplète. Je ne sais pas trop, du coup, qu'est-ce que je dois jouer comme coup. Donc, qu'est-ce qu'on fait naturellement dans ces approches? On va faire du min-max, on va aller descendre, on va aller explorer les possibilités qui existent jusqu'à un seuil raisonnable. On va utiliser une fonction d'évaluation à chacune de ces feuilles ici, en se disant elle est meilleure parce que la position est plus complète ici. Et après, je remonte tout ça par min-max ou alpha-beta ou ce que vous voulez, et je combine pour avoir un résultat ici. OK? Bon, un truc classique. Eh bien, d'un certain côté, c'est la même chose qu'ici. J'ai une situation incomplète. Je pourrais me dire, si j'étais capable d'aller jusque-là, comme dans le jeu, je pourrais utiliser une fonction d'évaluation qui est ici, qui est bien meilleure. Ici, par exemple, je pourrais prendre le classifieur à cet instant-là, qui est le meilleur qu'on puisse avoir. Et la question, c'est de savoir comment je peux faire pour faire comme dans les jeux. J'ai une situation incomplète. Comment je peux aller jusqu'aux feuilles et puis ensuite ramener l'information, utiliser l'hypothèse ici, qui est la meilleure, pour avoir mon classifieur ici. Alors voilà,
enfin, maintenant, si je reprends les lunettes apprentissage par transfert, c'est exactement ce qu'on veut faire. J'ai une hypothèse source qui est ici mon hypothèse, enfin le classifieur à l'instant le plus éloigné, grand T. Et puis, j'ai ma cible, et ben, ma cible, c'est quand j'ai des informations incomplètes. Donc, ça, c'est ce qu'on ferait si on était dans du jeu. Et maintenant, je vais vous présenter un algorithme qu'on a appelé transboost, parce que c'est du transfert par boosting, qui va faire ça. Alors, l'idée, je vous donne l'idée immédiatement. L'idée est la suivante. Ça, oui. Ça, c'est mon domaine cible, au sens où j'ai typiquement... Alors, il y a plein d'ailleurs d'algorithmes, enfin, d'apprentissage par transfert. Dans l'apprentissage qui m'intéresse ici, c'est de l'apprentissage par transfert dans lequel j'ai des données étiquetées dans ma cible. Hein. Donc j'ai par exemple, j'ai des données étiquetées ici. Je voudrais trouver un classifieur dans cette cible, sauf que j'ai peu de données étiquetées. Donc si j'apprends directement un classifieur là, je ne vais pas être très bon. D'accord? Mais ceci dit, j'ai quand même des données étiquetées. Maintenant, dans mon domaine source, j'ai une très bonne hypothèse, HS. Et qu'est-ce qu'on va faire dans Transboost? On va faire la chose suivante, qui est tout à fait, je pense, contre-intuitive d'un certain côté. C'est-à-dire que souvent, on nous a dit... alors, l'idée est la suivante. Je prends des points ici et je vais apprendre des projecteurs faibles. Donc, au lieu d'apprendre, comme dans le boosting, des hypothèses faibles, ici, je vais apprendre des projecteurs faibles. Un projecteur faible, c'est un projecteur qui est tel que, si je projette les points qui sont ici, en l'utilisant, ce projecteur faible, et en les projetant ici, et puis maintenant, je fais ma classification grâce à HS, je suis un peu meilleur que le hasard ici. Donc ici, j'ai mes points plus, mes points moins. Je les projette là-dedans, avec mon projecteur faible. Maintenant, ils vont être étiquetés plus ou moins par cette hypothèse. Et si je suis un peu meilleur que le hasard ici, je suis content. Je me dis, ah, ce projecteur faible, je le garde. Puis, comme dans le boosting, je repondère les exemples qui sont ici. Ceux qui ont été bien classés, leur poids diminue. Ceux qui sont mal classés, leur poids augmente. Et à nouveau, je cherche un projecteur faible. Et puis, je fais ça comme dans du boosting, n fois, jusqu'à ce que je sois satisfait. Et à la fin, l'hypothèse que j'utilise là, c'est simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un exemple qui arrive ici, je le projette là, grâce à mes projecteurs faibles. Et puis, j'utilise HS sur la projection. Je fais voter toutes ces décisions, et c'est ça qui me donne la décision ici. C'est un algorithme hyper simple, puisque c'est du boosting, hein, sauf qu'au lieu d'apprendre des classifieurs faibles, maintenant, j'apprends des classifieurs faibles d'un certain côté. Ça, c'est un classifieur faible. Mais je l'ai appris, je l'ai décomposé en l'hypothèse qui est là, rond, la projection. Et ce que j'apprends vraiment, j'ai un espace de projecteurs, et c'est ça, et c'est dans cet espace de projecteurs que je sélectionne des projecteurs que j'appelle faibles, comme dans le boosting. C'est un peu comme si vous alliez en Chine ou dans un pays où vous ne connaissez pas la langue, mais vous avez des gens, vous savez, qui sont un peu meilleurs que le hasard. C'est-à-dire que quand vous les interrogez, donc vous avez votre phrase, vous devriez savoir si la gare est proche ou pas. Hop, vous prenez des traducteurs faibles, ils sont tous un peu meilleurs que le hasard, et puis vous apprenez à les pondérer, et puis à la fin, hop, vous décidez que la gare est proche ou pas. Ici, voilà, j'ai des traducteurs faibles de mon domaine cible vers le domaine source, ce qui est effectivement un peu contre-intuitif, parce que souvent, quand on fait du transfert, on se dit je vais apprendre finalement à projeter cette hypothèse-là vers là. Alors, en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on fait là. Je projette mes points ici pour utiliser cette hypothèse ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, voilà, j'apprends, ça c'est simplement pour redire ce que je viens de dire. Donc, j'apprends des projections faibles. Alors évidemment, c'est complètement neuf en termes de conceptualisation, parce que quand on utilise ces techniques-là, ça fait, disons, 40 ans, 50 ans qu'on est tous, quand on fait de la classification, on est tous en train de penser aire de décision, réseau de neurones, SVM, etc. Bon, on a tellement l'habitude de penser en termes de classifieurs que quand d'un seul coup on vous dit maintenant c'est plus des classifieurs qu'il faut penser, mais en termes de projecteurs, eh bien, même nous dans l'équipe, on a eu du mal à se dire ah oui, c'est cette classe de projecteurs qui est adéquate pour ce problème, cette classe de projecteurs est adéquate pour un autre problème, parce qu'on n'est plus dans le même espace. Ok, bon, donc on fait du boosting, et puis comme on a vu que c'était ça.
l'algorithme est très simple, donc je ne vais pas revenir. C'est vraiment un algorithme de boosting, sauf que au lieu de trouver des règles simples, enfin des classifieurs faibles, on trouve des projecteurs faibles, mais l'algorithme est exactement identique. Alors voilà des résultats qui ont été obtenus sur des jeux de données. Alors là en particulier, c'est des jeux de données sur à nouveau des séries temporelles. Donc les mêmes types de séries temporelles où finalement je prends comme source l'hypothèse qui a été apprise sur l'ensemble des séquences complètes, et puis moi, j'essaye d'apprendre une hypothèse pour des séquences incomplètes. D'accord ? Alors, voilà ce qui a été fait. Là, à nouveau, vous retrouvez les mêmes facteurs, la pente, le taux de bruit et le temps d'attente, le coût. Non, là, ici, c'est le temps auquel j'ai attendu. Enfin, c'est la longueur de mes séquences. Et ce que je vois, c'est que si j'apprends uniquement sur les données cibles, vous voyez, ça, c'est mon taux d'erreur. Il est généralement très mauvais. Alors, il est un peu meilleur quand le signal est meilleur, mais sinon, il est très mauvais. Si j'utilise Transboost, vous voyez que le taux d'erreur, il est, par contre, sauf quand c'est très difficile, il est bien meilleur que ce que vous avez là. Là, c'est quasiment du hasard. Ça, c'est Transboost. Et partout, on est meilleur. Je vais vous donner un tableau récapitulatif. Ça, c'est si j'utilise. Ça, c'est la qualité de l'hypothèse source, donc elle est en général très bonne. Et ça, c'est si je fais du transfert naïf en utilisant, en fait ici, comme c'était des séries temporelles, j'ai utilisé un SVM, une régression. Donc j'ai dit, je prends ma série incomplète, je la complète avec un SVR, un SVM pour la régression, et puis après j'applique HS dessus. Et vous voyez que ce n'est pas terrible. Si je fais un truc naïf, ça ne marche vraiment pas, alors qu'à nouveau, quand on compare à Transboost, c'est vraiment bien meilleur. Et ici, c'est pour vous donner voilà, ça, c'est les taux d'erreur. Quand j'utilise Transboost, mes taux d'erreur sont toujours très, très bons par rapport à ce que j'obtiendrais classiquement. Alors, sauf là où je suis proche, c'est-à-dire, si c'est trop facile, évidemment, je ne fais pas bien mieux que ce que je ferais normalement. Si c'est très difficile, c'est trop difficile pour Transboost aussi. Transboost n'est pas un outil magique, quoi. Si je n'ai pas de signal dans ma source, c'est-à-dire que vraiment ma série temporelle qui est arrivée, de toute façon je ne peux pas la distinguer des autres, de toute façon je peux toujours utiliser des projecteurs faibles, ça ne marchera pas. Mais vous voyez que c'est exceptionnel, enfin, c'est très rare qu'on puisse vous montrer un algorithme pour lequel les gains en performance sont aussi marqués. Voilà, alors après on l'a fait avec mes étudiants en master, on l'a fait sur des images. Donc par exemple ici, ça c'est les images sources. Et puis après, on demande au système donc de distinguer des chats et des chiens sur des images iconiques. Alors, ce qui est embêtant dans ces expériences, là où on est toujours un peu déçu, c'est que, alors on l'a comparé avec des systèmes de réseaux de neurones profonds. Et je ne sais pas si vous savez comment on fait du transfert dans les réseaux de neurones profonds, mais l'idée est la suivante. Je pense que j'ai un transparent après. Voilà. Dans les réseaux de neurones profonds, ce qu'on fait, c'est que j'apprends un réseau de neurones, par exemple ici, disons, pour reconnaître les chats des chiens. Et puis après, quand je passe à un autre domaine, je conserve les premiers étages parce que je me dis que c'est eux qui ont appris la représentation adéquate. Et ce que je vais apprendre, ce que je vais modifier, c'est les derniers étages pour, par exemple, être dans le domaine iconique plutôt que dans le domaine des photos. Alors nous, on a fait ça donc, pour ce type de données. Et ça marche bien Transboost, mais ça ne marche pas franchement mieux, et c'est même plutôt moins bien que ce que font quand on fait du transfert sur des réseaux de neurones à la manière classique. Donc ça, c'est un peu une déception. Même si ça marche bien Transboost, on ne peut pas battre le transfert fait par des réseaux de neurones profonds. Ensuite, on l'a fait aussi pour ça. Alors, ce qu'il faut, là, on passe d'images haute résolution à des images basse résolution. Et ça marche bien, mais ça ne marche pas mieux que les réseaux de neurones profonds. Là où c'est intéressant, c'est que quand on change vraiment non seulement de résolution, mais aussi de type d'image, et on dit, on savait distinguer des 0 et des 1, est-ce qu'on peut maintenant distinguer des 7 et des 8 ? Ça marche également bien. Encore une fois, ce n'est pas spectaculaire par rapport à des réseaux de neurones profonds. Et ça veut dire il faut quand même regarder les tâches sur lesquelles on travaille, quoi. Dès que c'est de la vision, c'est très difficile de battre en fait, des réseaux de neurones profonds. Alors, un problème tout simple qui est souvent utilisé pour tester les approches de transfert, c'est la suivante. Vous avez deux demi-lunes. Ça, c'est la source. Et puis après, vous
Vous faites une rotation de ces demi-lunes et puis vous apprenez avec un système. Ici, ça c'est ce qui est fait par le meilleur système qui existe actuellement. Donc il fait pas de il fait un transfert, mais il le fait. Et vous avez ça, et ça c'est avec Transboost. Et on voit bien là sur cette image-là à nouveau que Transboost, en fait, il apprend effectivement quand on regarde les projecteurs qu'il apprend. En fait, en gros, il apprend des projecteurs qui lui permettent de faire une rotation de 90 degrés. Donc à partir de là, en fait, ce qui est très intéressant quand on regarde Transboost, quand on regarde les autres systèmes, plus la rotation est élevée et moins le système est performant. Parce qu'en fait, il regarde des différences de distribution. Les différences de distribution deviennent de plus en plus grandes et il a de plus en plus de mal à faire le travail. Avec Transboost, en fait, c'est pareil, que ce soit 90 degrés, 25 degrés, moins 30 degrés, c'est exactement pareil pour lui. Du moment qu'il arrive à trouver des projecteurs faibles qui font le travail, c'est bon. Il ne s'occupe pas de savoir quelle est la différence des distributions. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait des projecteurs qui lui permettent de faire la transformation. OK. Donc voilà, c'est une méthode d'ensemble qui permet d'apprendre des classifieurs faibles. Et puis, alors oui, il y a des garanties théoriques, alors je ne vais pas rentrer dedans, mais on a calculé, on peut aussi dire on peut montrer qu'effectivement l'erreur sur la cible est bornée par des trucs classiques qu'on voit dans tous les papiers, par l'erreur qu'on a sur la source, plus des termes. Et là, j'ai mis en orange des trucs importants, c'est que la dimension de Vapnik-Chervonenkis va intervenir. Je ne sais pas si vous êtes familier des bornes quand on fait de la théorie des statistiques de l'apprentissage. Ici, donc, on a classiquement, comme d'habitude, la dimension de Vapnik-Chervonenkis de l'ensemble des hypothèses sources ici. Mais là, on a une dimension de Vapnik-Chervonenkis qui est autre chose. C'est la dimension des hypothèses rond l'ensemble des projections. Donc il faut tenir compte aussi de ça. C'est-à-dire que si mon ensemble de projections est trop riche, eh bien, je vais faire du surapprentissage. C'est exactement comme le truc classique, quoi. Donc il ne faut pas non plus que mon espace de projecteur soit trop riche. Sinon, on retombe dans les problèmes classiques où mon espace d'hypothèse est trop riche et puis je vais faire du surapprentissage. OK. Bon, alors conclusion. Parce que, alors, j'aurais bien aimé pouvoir en dire plus, mais conclusion. Alors voilà, l'apprentissage en ligne, ça a des liens avec le transfert. Donc on pourrait, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de regarder comment on pourrait utiliser Transboost pour apprendre, faire des petits pas comme ça, d'une étape à l'autre. Moi, je me fais l'avocat du fait qu'il y a de nouveaux scénarios qui doivent être utilisés pour étudier l'apprentissage en ligne. Donc je vous l'ai dit, d'une part, extrapoler les changements mesurés sur l'hypothèse courante. D'autre part, utiliser la transduction. Alors j'ai mis que c'était du weak LUPI parce que d'un certain côté, on pourrait regarder ces problèmes de transfert comme du LUPI, parce qu'on pourrait dire, voilà, j'ai X, ça c'est ce que j'ai actuellement, et puis on me donne xt plus 1, c'est-à-dire la question qui va m'être posée après, et puis j'ai YT. Donc, jusque-là, ça ressemble bien à du LUPI, sauf que ça, dans le LUPI, c'est la continuation des mêmes données. C'est les mêmes données auxquelles on a rajouté des commentaires. Là, évidemment, ce n'est pas les mêmes données, c'est quelque chose c'est un nouvel ensemble de données qui est pour l'instant T plus 1. Donc c'est à la fois, on me donne des informations complémentaires, mais elles ne sont plus attachées à chaque exemple. J'ai un ensemble de données supplémentaires, c'est pour ça que j'appelle ça, enfin j'espère que Vapnik serait d'accord avec, enfin, ne renierait pas ça. On pourrait dire que c'est du LUPI faible dans la mesure où les informations complémentaires ne sont pas directement liées à ça. Voilà, alors la classification de séries temporelles précoces, ça peut être vu comme du LUPI. On peut aussi voir ça comme impliquant du transfert, et là c'est là où je vous ai montré que, pardon, excusez-moi, eh bien, on peut avoir un algorithme, on peut donc utiliser un algorithme original qui est Transboost. Et puis, oui, je vais laisser, je ne vais pas mettre les derniers transparents qui étaient plus tout à fait extrapolatoires sur l'usage de Transboost pour essayer de voir quels sont les exemples passés qui sont importants pour le transfert. Je vais m'arrêter là parce que ce serait un peu trop exploratoire. J'avais une demande de petite précision sur Transboost. Du coup, l'hypothèse, elle n'est jamais modifiée. On se base sur une hypothèse et tout ce qu'on fait, c'est apprendre les projecteurs. C'est ça. Oui, oui. Alors,
C'est ça. Alors, il y a plein de questions qui se posent là. Parce que, alors, je ne sais pas quelle est votre question sous-jacente. Quelle est votre interrogation sous-jacente? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de, potentiellement, soit de enfin, justement ce jeu de tâches différentes entre les projecteurs et le classifieur, est-ce que là, on ne repose pas toute la tâche sur la construction des prédictions, des projecteurs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que les deux travaillent aussi? Oui. On a un peu l'impression d'exploiter qu'une facette, là où les méthodes classiques exploitent plutôt justement l'autre facette. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des ponts entre les deux? Sans doute. Alors, il y a plein d'interrogations. Pour le moment, on en est vraiment au début de nos investigations. Ce qui est assez curieux, c'est qu'au début, quand on a fait ça, on s'est dit, bon, je vous ai présenté quelque chose, vous n'êtes pas posé trop la question. Je vous ai dit, si on prend ça, après, quand j'ai posé le tableau, je vous ai dit, ouais, vous voyez, l'hypothèse source, elle est très bonne. Et tout le monde dans la salle se dit, pour que ça marche, il faut que l'hypothèse source soit bonne. Mais d'un certain côté, et on s'est posé la question, mais finalement, cette hypothèse source, à quoi elle sert vraiment? Pourquoi doit-elle être bonne sur un problème donné? Donc, on a fait quelque chose d'assez étonnant. En fait, dans nos expériences, là, je ne les ai pas montrées, mais on a pris une hypothèse source quelconque, qui n'est plus a priori liée du tout à ça, au problème. À la limite, si vous pouvez continuer à trouver des projecteurs faibles qui marchent, et donc, pour revenir sur votre question, à quoi sert cette hypothèse? En fait, c'est une sorte de biais. C'est comme une sorte de biais. C'est-à-dire que vous biaisez l'espace des hypothèses que vous allez chercher. Et maintenant, alors c'est là où nous, on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire que, généralement, bien sûr, si l'hypothèse est liée au problème qu'elle a, ça marche mieux que si je prends une hypothèse quelconque. C'est-à-dire que quand je prends une hypothèse quelconque, parfois ça marche très bien, et parfois ça ne marche pas du tout. Et d'un certain côté, c'est rassurant, parce que sinon, c'est un biais, il peut être mauvais ou il peut être bon. Ce que je ne sais pas vous dire, mis à part que voilà, quand c'est lié, c'est meilleur que quand c'est pas, généralement que quand c'est pas lié, mais parfois, encore une fois, on a eu des résultats excellents avec une hypothèse tirée totalement au hasard. Et puis, il se trouve que comme le système est capable d'exploiter par ses projecteurs cette hypothèse-là, ça marche. Mais donc, nous, on voit ça comme un biais, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, et on a plein d'interrogations là-dessus. Je suis prêt à en discuter volontiers avec vous, parce qu'on est vraiment en train d'explorer. C'est une sorte de nouveau schéma conceptuel, quoi. Comment on règle le nombre de projecteurs? Alors, oui, c'est toujours des questions. Enfin, pour le moment, on le fait assez empiriquement. Donc, alors d'abord, quels sont les projecteurs? Par exemple, dans les séries temporelles, vous pouvez imaginer des tas de choses. Vous pouvez vous dire, je vais prendre la moyenne de tout ce qui a été dans le passé, et c'est ce que je prévois pour l'avenir. Je peux prendre une régression. Nous, on a pris des fonctions coudes. Donc, on a pris des projecteurs faibles au sens où c'est des sortes de moments statistiques de bas niveau, quoi. Et après, on n'en prend pas beaucoup. Mais enfin, il faut dire que nous, dans nos méthodes, on n'a pas été extrêmement, pour le moment, loin sur l'implémentation. C'est-à-dire qu'en gros, on a des méthodes assez brutales d'exploration de l'espace des projecteurs. Et donc, je dirais qu'on en a quelques dizaines de milliers. C'est quasiment en nombre fini. Et puis, nous, on cherche dedans ceux qui sont utiles. On n'a pas encore fait des descentes de gradients, mais on pourrait bien sûr le faire. On ne l'a pas fait. Donc, pour le moment, nous, c'est vraiment brutal. Et encore une fois, ce qu'on cherche, c'est des projecteurs faibles au sens où c'est des petits trucs. Dans les séries temporelles, c'est assez simple, mais même dans les images, c'est des projecteurs assez faibles, donc des fonctions de x dans x qui sont vraiment très très simples, ça peut être des moyennes, etc. Et puis on joue là-dessus, et encore une fois, nous pour le moment, on en a eu, je ne sais pas, au maximum peut-être 100 000, et puis après on laisse notre système chercher parmi les 100 000 quelque chose qui est meilleur. Dès qu'on en a un qui est un peu meilleur, alors on a mis par exemple 0,45, si je suis en dessous de 0,45 d'erreur, pof, je le garde, et puis je repasse, etc. Mais j'avoue que c'est très très brutal comme méthode. Et c'était appliqué sur quel jeu de données, là, en l'occurrence? Alors, là, là où je vous ai montré les résultats, c'est sur des séries temporelles. J'ai exactement le même type de problème que ce que je vous ai présenté au début, c'est de la prédiction temporelle. Donc l'idée, c'est que... En énergie, là? Oui, c'est ça. Ça, c'est les résultats que je vous ai présentés, mais je n'ai pas pris le temps encore de mettre en forme les résultats de nos étudiants de master là, cet été qui ont travaillé sur les images dont je vous ai montré ici. Voilà. Cet été, on a fait même... Il y a des étudiants de master de Télécom ParisTech en particulier qui ont travaillé là-dessus et sur ça, avec des résultats. Donc, pour le moment, on ne les a pas complètement mis en forme. Ce qui nous déçoit, c'est qu'ils ne seront pas meilleurs que ceux qu'on a avec des réseaux de neurones profonds. Mais d'un autre côté, les réseaux de neurones profonds sont excellents sur ces tâches-là. Donc, il nous faut trouver des tâches
Parce que c'est toi. Et c'est pas simplement pour dire Transboost est meilleur, c'est simplement que c'est le no-free-lunch théorème, quoi. Aucune méthode n'est supérieure aux autres sur tous les problèmes, donc il faut délimiter sur quel problème les méthodes sont meilleures. On voit qu'on est très très bon sur les séries temporelles, peut-être parce que c'est facile d'avoir justement des projecteurs qui sont efficaces dans ce type de domaine. Et là, on n'est pas meilleur que bon. Mais du coup, là, les réseaux de neurones là, profonds, ils font pas un peu la même chose? C'est-à-dire qu'ils font des espaces de représentation. Oui. Et à la limite, à la fin, c'est le même classifieur. Ah, alors, non, mais tu as raison de poser la question, parce que du coup, je n'ai pas du tout parlé de ça. Nous, on fait exactement l'inverse des autres. C'est-à-dire qu'on conserve la décision, H de S, et c'est ça qu'on remplace. Et d'ailleurs, ça a été difficile, parce qu'on a fait Transboost sur des réseaux de neurones profonds. Et alors, ce qui est amusant, c'est que si vous prenez TensorFlow, etc., mais en fait, c'est fait. Les commandes sont faites pour qu'on change facilement les trucs là. Mais par contre, ça, on a mis un temps fou, c'est pas prévu dans le système. C'est-à-dire que c'est amusant, mais ils n'ont pas prévu qu'on puisse changer ça et garder ça. Et l'air de rien, vous prenez TensorFlow, on a passé des jours et des jours à comprendre comment on pouvait geler ça et modifier ça, parce que c'est pas fait. Transboost, c'est tellement fait pour TensorFlow, c'est tellement fait pour geler les premières couches et pas les suivantes, qu'en fait, c'est très très difficile du point de vue programmation à le forcer à geler les dernières et à geler les dernières et à modifier les premières. Donc je sais pas si donc on a un point de vue qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on s'est dit en gros, finalement, par exemple, vous savez, on sait jouer aux échecs. Bon, on va regarder si je sais jouer à une modification d'échecs. Je vais supposer que ma décision elle est toujours bonne, mais par contre, moi, je vais changer ma représentation du problème pour que mon système de décision il soit encore bon. Donc c'est complètement différent de... Je me dis, les représentations sont bonnes, et c'est mon système de décision que je change, et de se dire, mon système de décision, il est bon stratégiquement, bon, je suis un bon manager dans tel domaine, maintenant, on va me mettre dans un autre domaine. Je suis toujours un bon manager, sauf que maintenant, il faut qu'on me traduise les problèmes pour que je sois aussi bon manager là-dedans. Moi, je trouve que c'est assez naturel comme point de vue, mais ce n'est pas du tout le point de vue classique du transfert dans les réseaux de neurones, quoi, où on va dire... Je garde mon domaine, mais maintenant mon manager, c'est le cerveau de mon manager que je vais changer, quoi. C'est vraiment un point de vue dual du point de vue classique actuel dans les réseaux de neurones profonds. C'était pas ta question. Si, c'était ma question, mais comment dire parce que ces classifieurs faibles, ils me font penser à un espace de représentation, c'est-à-dire qu'on change d'espace de représentation. Oui, c'est ça. Et en fait, quand dans les réseaux de neurones, on va récupérer la partie gauche, on récupère l'espace de représentation. C'est ça. Effectivement, en faisant le fine-tuning, on va faire bouger les dernières couches. Voilà. Mais en fait, parce qu'on change de problème. C'est-à-dire que, par exemple, c'est parce qu'au lieu de reconnaître des animaux, on va vouloir reconnaître autre chose. Oui, c'est vrai. Ou bien, il y a un exemple célèbre en France où, à 2IA, une entreprise, ils font de la reconnaissance de caractères. Bon, ils ont fait sur le français, puis après, ils se sont dit, tiens, on va regarder les caractères arabes. Effectivement, ils se sont dit, toutes les représentations, tous les détecteurs de jambage, etc., finalement, ils vont être utiles. Mais par contre, je passe du français à l'arabe et je vais changer ici. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il faut jeter à la poubelle ce genre d'approche. Mais c'est l'approche duale, quoi. Et c'est vrai que, par contre, un défaut effectivement de Transboost, c'est que on peut changer d'espace d'entrée. Par exemple, effectivement, ce qui n'est pas si simple. Voilà. Je peux changer d'espace d'entrée facilement, puisque c'est les projecteurs que je change. En revanche, mon espace de sortie, par exemple, ma décision, c'est toujours 0, 1. Voilà. J'ai le même espace de sortie. Alors que, effectivement, dans cette approche-là, mes entrées, normalement, c'est les mêmes, parce que ma couche d'entrée, c'est la même. Mais en revanche, ma sortie, ça peut être différent, ça peut être effectivement des visages ou chat et chien, etc. Donc, ces deux approches duales qu'on ne peut pas directement comparer, il faut les voir comme adaptées à des problèmes différents, je pense. Mais ce qui est curieux, c'est que personne n'ait pensé avant à se dire, on pourrait voir justement l'inverse, quoi. On va te remercier, Antoine, de cette présentation. Merci beaucoup.